Les négociations russo-biélorusses sont terminées. Les dirigeants ont signé une déclaration commune, suivie d'une cérémonie d'échange de documents en leur présence, documents signés lors de la visite officielle du président biélorusse en Russie. Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont fait des déclarations aux médias et ont répondu aux questions des journalistes. Vladimir Poutine, cher Alexandre Grigorievitch, chers collègues, amis, mesdames et messieurs, je suis sincèrement heureux d'accueillir au Kremlin Alexandre Grigorievitch Loukachenko. Il s'agit de la première visite à l'étranger d'Alexandre Grigorievitch depuis sa réélection à la présidence de la Biélorussie. Nous apprécions hautement ce geste qui souligne le caractère particulier des relations entre nos deux pays frères. La Biélorussie et la Russie ne sont pas seulement des voisins proches, mais aussi des alliés fiables, de véritables partenaires stratégiques et de vrais amis. Notre coopération repose sur des principes inébranlables de respect mutuel et de prise en compte des intérêts de chacun, ainsi que sur une histoire commune séculaire, des liens familiaux étroits entre de nombreux Russes et Biélorusses, et un attachement à des valeurs morales et spirituelles communes. C'est dans cette atmosphère traditionnellement amicale, professionnelle et constructive que se sont déroulées nos négociations aujourd'hui avec Alexandre Grigorievitch. Nous avons examiné en détail pratiquement toutes les principales questions de coopération bilatérale dans les domaines économiques, culturels, humanitaires, de la sécurité et de la défense. Nous avons échangé nos points de vue sur les questions internationales et régionales d'actualité. Comme vous l'avez vu, un important ensemble de documents interétatiques et interministériels a été signé. Dans notre déclaration commune avec le président biélorusse, nous avons clairement réaffirmé notre volonté de développer activement les relations multiformes entre la Russie et la Biélorussie. La Russie et la Biélorussie continueront à construire ensemble l'État de l'Union, à approfondir l'intégration, en contribuant à assurer une croissance économique durable et à améliorer le niveau de vie et le bien-être des citoyens de nos deux pays. La coopération au sein de l'Union eurasiatique, dont la Biélorussie assure la présidence cette année, progresse également à un bon rythme. La Russie, en tant que principal partenaire économique de la Biélorussie, représente environ 60% du commerce extérieur biélorusse. L'année dernière, le volume des échanges commerciaux a augmenté d'environ 6%, environ 5,7%, nous avons vérifié, et a dépassé les 50 milliards de dollars. Selon les statistiques biélorusses, un peu plus 51 milliards de dollars et quelques. Oui, selon les nôtres 50 et quelques. Mais, en tout cas, c'est un record. Plus de 90% de tous les paiements dans les opérations commerciales russo-biélorusses sont effectués dans nos monnaies nationales. Ainsi, le commerce mutuel et les investissements sont protégés contre l'influence des pays tiers et les tendances négatives sur les marchés mondiaux. La Russie a investi environ 4,5 milliards de dollars dans l'économie biélorusse, plus de 2000 entreprises russes opèrent en République et des projets conjoints de substitution aux importations et de création de produits compétitifs à haute valeur ajoutée sont mis en œuvre. Cela concerne des secteurs stratégiquement importants tels que la production automobile et de machines utiles, la construction de machines agricoles, la microélectronique et l'aviation civile. Et nous avons de bonnes perspectives dans ces domaines. Le secteur énergétique est également une priorité dans la coopération russo-biélorusse. Notre pays fournit traditionnellement du pétrole et du gaz à la Biélorussie à des conditions très avantageuses et préférentielles, ce qui constitue un soutien sérieux pour l'économie biélorusse. Un marché commun de l'électricité a été formé et fonctionne, et le plus grand projet bilatéral de construction de la centrale nucléaire biélorusse a été achevé grâce à nos efforts conjoints. La centrale couvre environ 40% des besoins en électricité de la Biélorussie. Nous voyons des perspectives pour approfondir le partenariat dans d'autres domaines de haute technologie. En particulier, il s'agit de la coopération dans le développement de l'intelligence artificielle, du traitement des big data, du cloud computing, ainsi que de la création d'écosystèmes numériques complets. Bien sûr, nous avons également discuté en détail aujourd'hui de la coopération humanitaire russo-biélorusse, des questions de maintien et de renforcement des liens étroits et enrichissants entre les peuples de nos deux pays. Dans ce contexte, nous espérons que les artistes biélorusses participeront au concours musical international Intervision à Moscou, prévu en septembre de cette année. Une telle compétition de talents artistiques était très populaire dans les années 70 à 80,
et nous avons décidé de relancer cette bonne tradition. Des échanges scientifiques et éducatifs importants ont lieu entre la Russie et la Biélorussie. Environ 12 000 jeunes Biélorusses étudient dans les établissements d'enseignement russes et l'année prochaine, 1300 autres candidats biélorusses pourront entrer dans nos universités, et ce, sur une base budgétaire. Les possibilités d'une participation plus active des citoyens à la vie publique et politique se développent. Ainsi, conformément au protocole signé aujourd'hui modifiant le traité de 1998 sur l'égalité des droits des citoyens des deux pays, les Russes résidant en permanence en Biélorussie et les Biélorusses résidant en permanence en Russie peuvent désormais participer aux élections locales, tant en tant qu'électeurs que candidats. Cette année, nos pays célèbrent largement le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. C'est une victoire commune, et nous comprenons bien à quel prix elle a été obtenue. Nous chérissons la mémoire de l'héroïsme de nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères, qui ont défendu la vie et la liberté pour nous et pour les générations futures. Alexandre Grigorievitch a confirmé sa participation aux célébrations de la victoire le 9 mai à Moscou. Conformément à l'accord en vigueur, un détachement des forces armées biélorusses participera également au défilé solennel sur la place rouge. Dans de nombreuses villes russes et biélorusses, des actions du mouvement Régiment Immortel et la Biélorussie se souvient seront organisées. Compte tenu de la situation tendue dans le monde, dans la région européenne, et notamment aux frontières de nos pays, nous avons longuement discuté, lors des négociations, des questions de formation d'un espace de défense commun. Un groupement régional de forces conjoints est déployé sur le territoire biélorusse, ainsi que des systèmes de défense russes modernes et des armes nucléaires tactiques. Tout cela protège de manière fiable les frontières occidentales de l'État de l'Union et de l'Organisation du traité de sécurité collective. Aujourd'hui, un échange de notes de ratification du traité bilatéral sur les garanties de sécurité, signé le 6 décembre 2024 à Minsk, a eu lieu, et ainsi, le traité est entré en vigueur. Je rappelle que ce document définit les obligations mutuelles d'alliance pour assurer une défense et une sécurité fiable de la Russie et de la Biélorussie en utilisant tout l'arsenal des forces et des moyens disponibles. Naturellement, nous avons également abordé lors des négociations la question de la coordination future des actions sur la scène internationale. Nos États partagent des positions communes sur la plupart des problèmes mondiaux et régionaux, coopèrent avec succès au sein de la CEI et de l'OTSC et s'entraident sur d'autres plateformes multilatérales, notamment au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont la Biélorussie est devenue membre à part entière en juillet dernier avec le soutien de la Russie. Notre pays a également tout fait pour que la Biélorussie obtienne le statut d'État partenaire des BRICS. En conclusion, je tiens à remercier une fois de plus le président biélorusse pour les négociations substantielles qui, sans aucun doute, serviront au développement ultérieur des relations d'alliance entre la Russie et la Biélorussie, et ce, dans tous les domaines. Je vous remercie de votre attention. Cher Vladimir Vladimirovitch, chers représentants des médias, je tiens traditionnellement à vous remercier, Vladimir Vladimirovitch, ainsi que tous les membres du gouvernement présents ici, pour l'organisation sans précédent de ma visite et de cette rencontre. Les négociations avec le président de la Russie, comme toujours, ont été riches et productives. Et nous, Vladimir Vladimirovitch, n'avons mené qu'un tiers de nos discussions. Nous continuerons demain, si nécessaire, et après-demain nos négociations, non pas pour simplement régler nos relations interétatiques, mais pour réfléchir aux perspectives. Elles doivent être définies. Le temps passe vite et nous a posé de nombreuses questions. Nous nous mettrons d'accord et définirons les meilleures perspectives pour notre coopération. Comme l'a déjà dit le président de la Russie, nous avons une nouvelle fois examiné les principales orientations du développement de la coopération entre la Biélorussie et la Russie, les priorités de l'État de l'Union à court et moyen terme. Nous avons échangé nos points de vue sur la situation internationale actuelle dans une perspective globale et régionale, confirmé l'actualité du traité sur les garanties de sécurité au sein de l'État de l'Union et du concept de sécurité de l'État de l'Union, signé en décembre dernier. Nous avons discuté des perspectives de coopération au sein de l'Union économique eurasiatique, où la Biélorussie assure la présidence cette année, ainsi qu'au sein de la CEI, de l'OTSC, de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS,
dans l'esprit du concept de grand partenariat eurasiatique ou d'intégration des intégrations. Vladimir Vladimirovitch, je vous suis très reconnaissant d'avoir fait tout ce que vous avez promis, et même plus, pour l'adhésion de notre pays à l'Organisation de coopération de Shanghai et pratiquement aux BRICS. Oui, nous sommes partenaires, mais nous avons la possibilité de vivre et de travailler sur cette plateforme. Nous avons parlé des perspectives de retour à un dialogue civilisé et normal sur les plateformes internationales concernant un certain nombre de questions d'actualité de nature globale, avec la participation de larges délégations de nos pays. Sergueï Viktorovitch Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a exposé nos approches et contacts biélorusso-russes, et Sergueï Viktorovitch n'a eu aucune remarque. S'adressant à S. Lavrov, je vous remercie. Vous avez toujours été un exemple dans notre plan d'intégration pour les autres ministères, un exemple de la manière dont les ministères devraient travailler. Nous n'avons pas négligé la nouvelle situation concernant le règlement du conflit en Ukraine. Vladimir Vladimirovitch devra probablement travailler intensément sur cette question aujourd'hui encore et demain. Nous discuterons également des perspectives. Mais j'ai déjà dit, en m'adressant aux journalistes, et je veux le dire devant Vladimir Vladimirovitch, que nous ne devons pas nous attendre à quelque chose de grandiose dans cette situation. Nous devons croire aux faits. Les faits, nous en discutons, nous les acceptons ou non. C'est l'essentiel. Les déclarations et promesses diverses ne sont pour l'instant que des déclarations et des promesses. Nous n'avons pas négligé cette situation, et nous voyons également certaines tendances positives dans les configurations géopolitiques, mais elles ne sont pas encore devenues des tendances globales. Les sanctions économiques illégales d'un certain nombre d'États n'ont pas disparu, mais elles nous ont en quelque sorte aidés. Nous sommes également tombés d'accord sur ce point avec Vladimir Vladimirovitch. La pression sur la Biélorussie et la Russie ne faiblit pas, bien qu'il soit déjà clair pour tous que ces restrictions frappent davantage les pays qui les ont introduites. Elles nous ont donné l'occasion de réfléchir sérieusement aux perspectives de notre développement et nous ont convaincus qu'avec le temps, nous surmonterons complètement ces pressions. D'un autre côté, si ces épreuves n'existaient pas, il aurait fallu les inventer, comme nous le disons. Elles nous ont obligés à réfléchir sérieusement à l'autosuffisance, à l'importance de compter sur nos propres forces, à la sécurité alimentaire et à la souveraineté technologique. De nombreuses questions qui nous semblaient insurmontables il y a 3 ans, nous en avons discuté avec Vladimir Vladimirovitch. Par exemple, la microélectronique aux puces aujourd'hui tout vole. Tout se déplace, tout roule et ne roule pas, etc. Il s'avère que nous avions des réserves que nous avions dans une certaine mesure sous-estimées. Mais nous les avons découvertes, trouvées et développées. Vladimir Vladimirovitch, nous apprécions grandement votre soutien, qui nous a donné accès au vaste marché russe, a aidé à réorienter la logistique des flux de marchandises. Ce que nous vendions autrefois par les ports de Lituanie et de Lettonie, nous travaillons aujourd'hui avec succès dans la région de Leningrad, à Saint-Pétersbourg, nous travaillons sur la côte de la mer Noire, nous nous sommes complètement réorientés. Aujourd'hui, le travail se poursuit dans cette direction. Le potentiel du secteur des transports est important. Il est temps de réfléchir sérieusement à son utilisation la plus efficace, en premier lieu, aux possibilités du transport ferroviaire. Nous avons des millions et des millions de tonnes de marchandises que nous pouvons charger, surtout à Saint-Pétersbourg. Mais, comme il s'est avéré, le chemin de fer ne supporte pas ce flux dans une certaine mesure. Nous ne voudrions pas, bien que nous devions nous tourner vers d'autres ports, avec des coûts plus élevés. Nous avons commencé à travailler sur cela, et je pense que nous le réaliserons. Je vous suis très reconnaissant pour votre promesse, votre déclaration à un moment donné, je ne dis pas précisément quand, de construire une ligne à grande vitesse de Moscou à Minsk. Nous avons dit jusqu'à Brest, après tout Brest c'est notre bien commun, notre terre natale, nous devons construire cette ligne jusqu'à Brest. J'ai dit à Vladimir Vladimirovitch que les élections présidentielles ne sont pas les premières, mais qu'elles montrent comment les gens ont voté. Chez nous, le vote a toujours été, comme en Ukraine, en gros. Il y a la Russie l'Est, il y a l'Ouest. En Pologne, 90% des gens sont venus après l'année folle de 2020. Et plus de 87% ont voté pour le président en exercice comme point de référence, pour le fait que notre peuple est en faveur de relations fraternelles avec notre amie et fraternelle Russie. Nous coopérons étroitement sur la substitution aux importations. Les composants et les assemblages biélorusses fonctionnent dans les voitures et les avions assemblés en Russie. Nos camions et camions à benne ont remplacé avec succès leurs équivalents occidentaux dans les carrières et dans les rues des villes. Les produits alimentaires, les chaussures et les vêtements biélorusses sont bien connus des acheteurs,
aussi bien à Smolensk qu'à Sakhaline. Nous serons heureux d'aider à la réalisation de nouveaux projets nationaux ambitieux. J'ai donné un exemple. Récemment, nous avons reçu Maxime Reshetnikov avec des échantillons de drones. En Biélorussie, il y avait une multitude de spécialistes, ils ont montré à quel niveau la Russie était arrivée dans ce domaine. Nous nous sommes mis d'accord, Vladimir Vladimirovitch a approuvé la construction d'une autre usine de production de drones. Donc, nous pouvons tout faire, et pour cela, il faut un peu de temps. Avec le président de la Russie, nous pensons déjà non seulement à la croissance de restauration de la substitution aux importations, mais aussi au développement précurseur. Nous avons commencé à faire quelque chose dans certaines directions. La Biélorussie et la Russie ont besoin d'une percée technologique pour l'avenir de nos pays et de nos peuples. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela, même plus qu'il n'en faut. Il faut un peu de temps, comme je le dis toujours. Les directions du mouvement sont également connues. Vladimir Vladimirovitch a parlé. Intelligence artificielle, biotechnologie quantique, microélectronique, robotique, nouveaux matériaux, fusion thermonucléaire, production de drones et bien d'autres choses encore. J'ai énuméré ce que nous ne pouvons pas faire, nous le faisons déjà. Peut-être pas dans le volume nécessaire, mais nous savons et pouvons le faire. La coopération biélorusso-russe dans les domaines social et humanitaire se développe également avec succès. Une étape importante sera la signature du protocole modifiant le traité entre la Biélorussie et la Russie sur l'égalité des droits des citoyens de 1998. Cela donnera aux citoyens biélorusses la possibilité d'élire et d'être élus aux organes locaux du pouvoir. Les Russes chez nous jouissent déjà de ce droit depuis plusieurs années. Nos pays ont de nombreux plans et projets communs pour l'année en cours. Bien sûr, le plus important d'entre eux est la célébration du 80e anniversaire de la grande victoire sur le fascisme. Vladimir Vladimirovitch, à vous, les Russes, merci d'être à l'avant-garde de ce processus. Sans vous, il aurait été difficile de remporter cette grande victoire dont nous sommes fiers aujourd'hui. Ce serait un grand honneur pour nous de participer au défilé anniversaire de la victoire sur la place rouge à Moscou le 9 mai 2025. Nous nous souvenons et honorons l'héroïque exploit du peuple soviétique, de nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères. L'essentiel aujourd'hui est d'être digne de leur mémoire, de ne pas permettre la réhabilitation du nazisme et la réécriture de l'histoire. Grâce à une politique étrangère cohérente, équilibrée et responsable, la Biélorussie et la Russie sont aujourd'hui à l'avant-garde de la lutte pour un ordre mondial juste. Et nous le faisons depuis plusieurs années. Nos pays peuvent et doivent servir de référence pour les partenaires dans la résolution des problèmes complexes de l'époque contemporaine, la préservation et la protection des valeurs communes, l'entraide dans la réalisation des intérêts nationaux sur la base de l'égalité et du respect. Nous nous sommes mis d'accord avec le président de la Russie que nous surmonterons tout. Nous ferons tout pour que nos peuples ne soient pas les pires, mais les meilleurs peuples du monde. Nous ne voulons rien de ce qui appartient aux autres, mais nous avons fermement convenu que nous ne donnerons pas ce qui est à nous. Nous avons tenu bon et nous tiendrons bon. Merci, Vladimir Vladimirovitch. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, Natalia Breux, premier canal d'information, Biélorussie. Alexandre Grigorievitch, Vladimir Vladimirovitch, une question. Dites-moi, la normalisation des relations entre Moscou et Washington aura-t-elle un impact sur le travail conjoint de substitution aux importations? Actuellement, de nombreux projets sont en cours. Nous en parlons à chaque fois. Mais si les entreprises occidentales veulent revenir, que se passera-t-il? Tous ces efforts pour renforcer la souveraineté technologique seront-ils réduits à néant? En ce qui concerne la substitution aux importations et tout ce qui s'y rapporte, avec les restrictions illégales appelées sanctions, etc. Tout d'abord, nos soi-disant partenaires nous ont fait une bonne injection, une injection d'autonomie, de souveraineté. Par conséquent, nous allons certainement poursuivre tous nos programmes visant à renforcer notre souveraineté technologique. Nous ne nous sommes fermés à personne et n'avons expulsé personne. À ceux qui veulent revenir, nous disons « bienvenue, welcome à tout moment ». Mais, naturellement, nous partirons de la situation actuelle. Si les niches sont occupées, alors elles sont occupées. Nous ne créerons aucune préférence pour le retour sur notre marché. De plus, nous allons essayer,
et le gouvernement en a déjà reçu l'instruction, dans le cadre des normes de l'OMC, de garantir certains avantages à nos producteurs nationaux. En ce qui concerne les directions fondamentales, transversales, liées à l'avenir de nos économies, à l'avenir des secteurs industriels, bien sûr, nous nous orienterons vers les exigences de la nouvelle étape technologique et nous y accorderons une importance primordiale. En même temps, bien sûr, le retour de certains partenaires occidentaux sur notre marché pourrait avoir un effet bénéfique sur les activités de nos entreprises et des nôtres. Aujourd'hui déjà, en mode fermé pour l'instant, mais nous menons des négociations à l'initiative de certains de nos partenaires sur un éventuel retour sur notre marché. Tout est calme, digne, avec respect mutuel et en tenant compte des intérêts réciproques. Le président de la Russie a dit un jour « J'essaie de transposer sur un terrain civil pacifique ». Il a dit un jour que nous étions prêts à négocier avec l'Ukraine, je vous cite. Mais je veux que tout le monde comprenne, y compris les Ukrainiens, que nous revenons aux négociations après 3 ans, lorsque nous les avons commencées, en tenant compte de la situation sur le terrain. C'est raisonnable, tout est correct. Je pense que nous pouvons transposer, c'est mon point de vue, cette thèse militaire sur notre terrain civil. Ils reviennent, voici certaines conditions. Beaucoup de temps a passé et les conditions ont changé et la situation sur le terrain a changé. Soyez les bienvenus, venez. Mais, comme l'a dit Vladimir Vladimirovitch, nous avons beaucoup appris pendant ce temps. Nous en tirerons les conclusions appropriées. Et je pense que nous allons déjà regarder. Vous voulez ça? Très bien, venez, vous êtes nécessaire ici. Sinon, alors non. Si oui, nous prendrons le meilleur. C'est-à-dire que la situation a changé. Bien que le ballon soit de notre côté, nous savons comment répondre. Et puis il faut comprendre qu'au cours de ces 3 années, sous une pression féroce, et la pression favorise toujours la mobilisation, nous avons fait beaucoup de choses. Par conséquent, nous avons l'intention de suivre notre propre chemin et d'utiliser uniquement ce dont nous avons besoin. Je pense que ce sera correct. Nous avons souvent parlé de ce sujet avec Vladimir Vladimirovitch dans ce sens. Personne ne se ferme. Mais nous vous accueillerons ici sous nos nouvelles conditions, en tenant compte de la situation sur le terrain, et nous prendrons uniquement ce dont nous avons besoin. Au Kniazeva, bonjour. Première question à Vladimir Vladimirovitch. Comment évaluez-vous la volonté de l'Ukraine de cesser le feu? Avez-vous déjà reçu des informations des Américains et quelle sera votre réponse? Il y a une deuxième question. Je vous demande de répondre. Alexandre Grigorievitch, et vous, Vladimir Vladimirovitch, Moscou et Minsk coordonnent-elles leur position sur le processus de paix et des consultations appropriées ont-elles eu lieu aujourd'hui? Peut-être déjà? Merci. En ce qui concerne la volonté de l'Ukraine de cesser le feu, je vais bien sûr dire comment je l'évalue. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par remercier le président des États-Unis, M. Trump, pour l'attention qu'il porte au règlement en Ukraine. Nous avons tous beaucoup à faire, mais de nombreux dirigeants d'État, le président de la République populaire de Chine, le Premier ministre de l'Inde, les présidents du Brésil et de la République d'Afrique du Sud s'occupent de cette question, y consacrent beaucoup de temps. Nous leur en sommes tous reconnaissants, car cette activité vise à accomplir une mission noble, la mission de cessation des hostilités et des pertes humaines. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes d'accord avec les propositions de cessation des hostilités, mais nous partons du principe que cette cessation doit être telle qu'elle conduise à une paix durable et élimine les causes initiales de cette crise. Maintenant, concernant la volonté de l'Ukraine de cesser les hostilités. Vous savez, la rencontre américano-ukrainienne en Arabie Saoudite peut sembler extérieurement comme une décision de la partie ukrainienne sous pression américaine. En réalité, je suis absolument convaincu que la partie ukrainienne aurait dû demander cela aux Américains de la manière la plus insistante, compte tenu de la situation qui se développe, comme cela vient d'être dit ici, sur le terrain. Et comment se développe-t-elle? Beaucoup ont sûrement remarqué, vu qu'hier j'étais dans l'oblast de Koursk et j'écoutais les rapports du chef d'état-major, du commandant du groupement Nord et de son adjoint sur la situation à la frontière, principalement dans l'oblast de Koursk, ou plutôt dans la zone de pénétration dans l'oblast de Koursk. Que s'y passe-t-il? La situation y est entièrement sous notre contrôle, et le groupement qui a envahi notre territoire est isolé. C'est un isolement total et un contrôle total du feu. Le commandement des troupes ukrainiennes à l'intérieur de cette zone d'invasion est perdu.
Et si au premier stade, il y a une semaine ou deux, les militaires ukrainiens essayaient d'en sortir par petits groupes, maintenant c'est impossible. Ils essaient d'en sortir par très petits groupes, 2 ou 3 personnes, car tout est sous notre contrôle total du feu. Le matériel est complètement abandonné, il est impossible de le sortir, il restera là, c'est déjà garanti. Et si dans les prochains jours un blocage physique se produit, alors personne ne pourra sortir. Il n'y aura que 2 options, se rendre ou mourir. Et dans ces conditions, il me semble que pour la partie ukrainienne, il serait très bien d'obtenir un cessez-le-feu, ne serait-ce que pour 30 jours. Et nous sommes pour, mais il y a des nuances. En quoi consiste-t-elle? Premièrement, que ferons-nous de cette zone de pénétration dans l'oblast de Koursk? Si nous cessons les hostilités pendant 30 jours, qu'est-ce que cela signifie? Que tous ceux qui s'y trouvent sortiront sans combat. Devons-nous les laisser sortir après qu'ils ont commis de nombreux crimes contre des civils? Ou le leadership ukrainien leur donnera-t-il l'ordre de déposer les armes, de se rendre simplement? Comment cela se passera-t-il? Ce n'est pas clair. Et comment seront résolus les autres problèmes sur toute la ligne de contact? Et c'est presque 2000 km. Et là, comme vous le savez, les troupes russes avancent sur presque tous les secteurs du contact de combat. Et là aussi, des conditions sont créées pour que nous bloquions des unités entières assez importantes. Alors, comment ces 30 jours seront-ils utilisés? Pour que la mobilisation forcée se poursuive en Ukraine. Pour que des armes y soient livrées. Pour que les unités mobilisées soient à nouveau entraînées. Ou rien de tout cela ne sera fait. Alors la question se pose, comment les questions de contrôle, de vérification seront-elles résolues? Comment pouvons-nous et comment nous sera-t-il garanti que rien de tel ne se produira? Comment le contrôle sera-t-il organisé? J'espère qu'au niveau du bon sens, cela est compréhensible pour tous. Ce sont toutes des questions sérieuses. Et qui donnera les ordres de cessation des hostilités? Et quelle est la valeur de ces ordres? Vous imaginez presque 2000 km. Qui déterminera où et qui a violé un éventuel accord de cessez-le-feu sur 2000 km? Et ensuite, qui accusera qui de la violation de cet accord? Ce sont toutes des questions qui nécessitent un examen minutieux des 2 côtés. Par conséquent, l'idée en elle-même est correcte et nous la soutenons certainement. Mais il y a des questions que nous devons discuter. Je pense que nous devons en parler avec nos collègues américains, partenaires, peut-être appeler le président Trump et en discuter avec lui. Mais l'idée elle-même de mettre fin à ce conflit par des moyens pacifiques est soutenue par nous. Je veux attirer l'attention du journaliste sur le fait que Vladimir Vladimirovitch a déjà dit plus que ce qui a été demandé ici, et a regardé vers l'avenir et a même un peu dévoilé, de manière succincte, certaines orientations de la prochaine rencontre avec les représentants américains. Il est difficile d'ajouter quelque chose ici. La seule chose que je peux dire, c'est que nous avons une position commune avec la Fédération de Russie depuis longtemps et maintenant. Tous les accords, y compris ceux concernant le conflit en Ukraine, nous les avons scrupuleusement respectés envers notre allié et nos amis. Nous continuerons à adhérer à cette position maintenant. Ce n'est pas la Russie ni la Biélorussie qui ont été les principales causes de ce qui se passe là-bas. Boris Vyacheslavovitch Gryzlov est présent ici dans la salle. Je me souviens quand nous avons commencé le processus de négociation à Gomel, puis dans la forêt de Bialowieza, c'était quelques jours après le début du conflit. Les gars, allons-nous négocier, pas besoin de guerre, en aucun cas pas besoin. J'ai parlé à Volodymyr Zelensky à ce moment-là, je lui ai dit, ne cherche pas les coupables maintenant, nous les trouverons plus tard. La guerre se déroule chez toi, et tu devras répondre de ce que la guerre se déroule sur le territoire de l'Ukraine. Et puis je lui ai dit, souviens-toi, c'est un classique de l'histoire demain. La direction changera en Amérique, et où seras-tu? Écoutez, comme si je regardais dans l'eau. Par conséquent, répondant directement à votre question, les Ukrainiens auraient dû cesser tout feu et s'asseoir à la table des négociations il y a longtemps. Et surtout, nous maintenons des contacts, je l'ai dit à Vladimir Vladimirovitch avec les Américains et d'autres Occidentaux, sans le publiciser, je leur dis toujours, mais vous avez poussé ce garçon inexpérimenté à cette guerre. Bien que tout ait commencé avec une personne que nous connaissons avec Vladimir Vladimirovitch Poroshenko. À l'époque, après la signature des accords de Minsk, toutes les cartes étaient entre ses mains, et il avait tous les atouts. Allez, arrête, et cela n'aurait pas eu lieu, et nous aurions convenu du Donbass, j'en suis sûr,
et le même Donbass serait dans la composition de l'Ukraine. Non, c'est impossible. Il y aura des élections là-bas. Et comment allons-nous organiser les élections? Je dis, écoute, aujourd'hui tu as la hryvnia ukrainienne, la monnaie qui circule là-bas, que veux-tu de plus? Maintenant, où est-elle? Il n'y a ni monnaie ni élection, la guerre se déroule et les gens souffrent. Tout a commencé avec lui. Grâce à Vladimir Vladimirovitch, j'ai été impliqué dans ce processus. Celui-ci, Zelensky, a promis d'arrêter la guerre. Il y avait une opportunité. Pourquoi n'a-t-il pas arrêté la confrontation? Par conséquent, il aurait dû le faire il y a longtemps, mais il ne l'a pas fait. En ce qui concerne la position, je l'ai déjà dit. Elle est commune pour nous. Mais je veux attirer l'attention, puisque nous rencontrons des journalistes, vous savez, encore une fois, excusez-moi, une prophétie. Si les Russes, la Russie s'entendent avec les États-Unis, c'est la fin pour l'Europe et l'Ukraine ensemble. Dans le processus de négociation entre la Russie et les États-Unis, leur sort est entre leurs mains aujourd'hui. Cette Europe qui s'est comportée et se comporte jusqu'à présent, pour l'instant dans les médias, mais probablement continuera de manière myope. Le plus important, une fois de plus, après avoir promis, ils ne pourront pas nous tromper. Nous connaissons nos objectifs, nos intérêts. J'ai déjà dit, Vladimir Vladimirovitch, que dans cette situation, quand Zelensky a été essuyé à la Maison-Blanche et pratiquement partout, il devrait réfléchir, s'asseoir. 3 peuples slaves ont toujours vécu dans une situation normale, s'asseoir et négocier. Regardez, personne n'aidera l'Ukraine. Quoi, au début de la guerre, la question des métaux rares a été soulevée par les Américains. Non. Et maintenant, ils l'ont fait. Il semble que Zelensky ait raison, mais ils n'en ont pas parlé à l'époque. Et il faudra quand même exécuter. Ils exporteront les terres noires, les matériaux rares, et Dieu merci, ils n'exporteront pas tout le reste. Par conséquent, il reviendra ici, pas lui, mais un autre président, et s'appuiera ici sur nos forces internes. Quelqu'un veut que nous nous tuions. Nous le comprenons, l'autre côté ne le comprend pas. Alors, laissez-les réfléchir. Notre cause est juste. Je voulais ajouter à ce qu'a dit Alexandre Grigorievitch concernant la fin pour l'Europe, si les États-Unis et la Russie s'entendent sur quelque chose. Oui, en effet, si, disons, les États-Unis et la Russie s'entendent sur une coopération dans le domaine de l'énergie, alors le gazoduc pour l'Europe peut être assuré, et cela profitera à l'Europe, car ils recevront du gaz russe bon marché. C'est ce que je voulais dire. C'est exactement comme ça que je vous ai compris. En ce qui concerne la situation sur le terrain, dont j'ai parlé à Alexandre Grigorievitch, elle change rapidement. Hier, lors du rapport, le commandant du groupement Nord et son adjoint m'ont dit « Demain, Soudja sera entre nos mains ». C'est exactement ce qui s'est passé. Je veux remercier tous nos combattants qui ont accompli cette tâche. Je suis sûr que tous les plans prévus pour la zone de pénétration dans l'oblast de Koursk seront exécutés de la même manière que sur les autres secteurs du contact de combat. Non seulement Soudja, mais aussi les localités adjacentes. Nous les prenons maintenant une par une, toutes les localités adjacentes, toute l'agglomération. Et en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, nous négocierons les prochaines étapes pour mettre fin au conflit et parvenir à des accords acceptables pour tous. Bonsoir. Anna Pise, chaîne de télévision ONT. Une question en continuité avec le sujet, car il est clair que les éventuelles négociations sur l'Ukraine sont l'un des sujets les plus discutés, également en Biélorussie. Vladimir Vladimirovitch, les intérêts de la Biélorussie en tant qu'allié stratégique de la Russie, mais aussi en tant que voisine immédiate de l'Ukraine, seront-ils d'une manière ou d'une autre pris en compte? Alexandre Grigorievitch, avez-vous exprimé des souhaits particuliers à ce sujet à votre collègue? Quels souhaits? À propos de quoi? Concernant le fait que les intérêts de la Biélorussie soient pris en compte dans le processus de négociation. Honnêtement, je ne comprends pas très bien votre question. Mais je peux dire de façon générale que les intérêts de la République de Biélorussie dans nos relations avec quiconque, que ce soit avec nos partenaires outre-mer ou avec nos plus proches alliés et voisins, sont toujours pris en compte. Dans le cadre de l'État de l'Union, nous partons du principe que nous avons une conception commune de l'action en politique étrangère. Nos ministères des Affaires étrangères interagissent très étroitement entre eux sur toutes les plateformes internationales. Nous travaillons en étroite collaboration dans le cadre de l'Union économique eurasiatique. Et nous avons une coopération très approfondie dans le domaine de l'économie et de la production réelle. Par conséquent, nous ne pouvons tout simplement pas ne pas prendre en compte les intérêts mutuels.
Et nous n'avons pas non plus un tel désir. Parce que chaque pas que nous faisons dans l'une de ces directions se reflète d'une manière ou d'une autre sur nous et sur la Biélorussie. Prendre en compte les intérêts de la Biélorussie, cela correspond pleinement aux intérêts nationaux de la Fédération de Russie. Vladimir Vladimirovitch, cette question est apparue à l'initiative de nos fugitifs à l'étranger et de leurs sponsors étrangers, qui disent que la Russie va s'entendre avec l'Amérique, mais que Loukachenko ne sera pas autorisé à y participer et ainsi de suite, et que les intérêts de la Biélorussie ne seront pas respectés. C'est à peu près le contexte. Premièrement, en réponse à cela, j'ai dit que je ne me précipitais nulle part. C'est la première chose. Et deuxièmement, il y aura une personne proche de nous, notre partenaire, la Fédération de Russie. Et elle connaît nos intérêts et ne cédera en aucun cas à quiconque et ne renoncera pas à nos intérêts, exactement comme vous l'avez dit. Par conséquent, si quelqu'un espère que les négociations sur l'Ukraine, la Russie et les États-Unis ou la Russie et l'Occident porteront préjudice à la Biélorussie voisine de ce conflit, ce n'est absolument pas le cas. Vladimir Vladimirovitch l'a confirmé une fois de plus, il n'y a rien à ajouter. Pour moi, la question n'était même pas très claire dans ce contexte, car ne pas prendre en compte les intérêts de la Biélorussie est nuisible pour nous. Vous comprenez? C'est là tout le problème. Par conséquent, la question, honnêtement, est artificielle. Mais j'espère y avoir répondu. Bonjour, Ilya Yezov, RIA Novosti. Vladimir Vladimirovitch, Alexandre Grigorievitch, si vous permettez, une question sur le processus d'intégration de la Russie et de la Biélorussie, sur la manière dont se déroule l'aspect économique de l'intégration. 28 programmes ont été élaborés. J'aimerais connaître le degré de leur mise en œuvre. J'aimerais savoir comment se déroule la prochaine étape de l'intégration, prévue pour 2024 à 2026. Et dans l'ensemble, êtes-vous satisfait, en tant que dirigeant, du rythme de l'intégration? Merci. Les 28 programmes qui ont été prévus ont tous été exécutés à 100%. Premièrement. Deuxièmement, ce que nous avions prévu pour 2024 à 2026 a été exécuté à plus de 26%. Personnellement, je suis satisfait de la manière dont ce travail se déroule. Les gouvernements travaillent de manière très intensive et efficace. De temps en temps, Alexandre Grigorievitch et moi devons participer à quelque chose pour coordonner les désaccords entre différents départements. Mais tout cela se fait de manière opérationnelle. Eh bien, nous nous disputons parfois entre nous. Nous parvenons toujours à un compromis qui convient aux deux parties. Personnellement, je suis satisfait de la manière dont ce travail se déroule. Je n'ai rien à ajouter. Je suis très heureux que Vladimir Vladimirovitch soit satisfait de la mise en œuvre de ces programmes. Nous étions inquiets. Nous avions également une charge de travail importante. Mais nous nous sommes clairement mis d'accord technologiquement, comme le président de la Russie vient de le dire. Ce que les gouvernements ne pourront pas élaborer à leur niveau, soumettez-le à notre niveau pour coordination. Aujourd'hui, il y a eu 2 ou 3 questions de ce type lors des négociations. Nous les avons coordonnées, les gouvernements travaillent, ainsi que les groupes conjoints et nos ambassades. Par conséquent, je suis également satisfait de cette évolution.